22 janvier 2023, 2023, oui. 22 janvier 2026, oui. 2026. Ça fait exactement 3 ans. 3 ans que le corps a dépouillé de Martinez Zogo a été découverte et Bogotois en état de putréfaction. En tenue d'Adam, méconnaissable, déshumanisé, humilié. Jamais on n'avait vu une telle cruauté exposée au monde entier. Il n'avait tué personne. Il ne faisait que son métier. Et cela lui a valu comme récompense la descente aux enfers alors qu'il aurait été couronné ou médaillé grand patriote, tant les sujets, les enquêtes évoquées concernaient les maux de la société, la mauvaise gérance de la chose publique, les détournements. Mais malheureusement, dans notre pays, ceux qui crient aux voleurs finissent toujours soit dans le trou, soit en exil, soit humiliés comme l'a été Martinez Zogo. Trois ans dans la glace. 3 ans et beaucoup l'ont oublié. Son fils aîné s'est même transformé en vendeur de cercueils. Une famille déboussolée. Pour la messe d'action de grâce programmée par son épouse et quelques rares personnes qui peuvent encore se rappeler de lui, c'était clairsemé. Cet homme qui jouissait d'une grande popularité, qui faisait trembler la capitale, Yaoundé, qui était si écouté, si admiré, si craint. Le voilà déjà oublié. Comme dans un musée. Même pas des amis qui viennent encore lui rendre, ne serait-ce qu'un petit hommage pour cette messe d'action de grâce. Même pas ceux qui ont commis ces gestes n'ont eu un geste de repentance ou de regret. La seule chose qui les intéresse, c'est qu'ils doivent aller retrouver leur famille à eux, pendant que celle de Martinez est détruite. Tout avait commencé
17 janvier 2022, lorsque, bien sûr, l'alerte avait été lancée, que Martinez Osogo ne se retrouvait ni chez lui à la maison, ni à la maison de la radio. Ceci venait tout simplement confirmer l'alerte que j'avais donnée bien avant ce triste événement. J'avais alerté, j'avais crié, j'avais aboyé, j'étais presque en train de pleurer, ici devant cette télé. Mais qui pouvait m'écouter? Qui pouvait aider Martinez? C'était encore beaucoup plus cruel de savoir qu'il allait être zigouillé. Oui, parce que je lui avais tout dit, devant témoin. Au téléphone, juste un filet de voix et un petit souffle. Et une réponse laconique. Merci, chef. Parce qu'il avait toujours continué à m'appeler chef, alors que lui-même était déjà directeur de radio. Si courageux, il était déstabilisé, il avait peur. C'est de ta peur que j'ai peur, disait Shakespeare. Et c'est cette peur de Martinez que j'avais surtout peur et dont toute sa famille avait aussi peur. Puisque même dans le véhicule, accompagné de son épouse et quelqu'un d'autre, il avait reçu le coup de fil lui confirmant et lui disant: le type là a dit qu'il va te tuer. Imaginez, lorsque vos proches entendent ça à travers le petit téléphone qu'il avait. Ils étaient dans le véhicule. Dans la soirée du 21, c'est là où le corps a été découvert. Mais, silence radio. C'est le 22 que la gendarmerie est arrivée chez son épouse. C'est à travers une moto qu'elle a été conduite à Bogota. Arrivée là-bas, c'est là où il fallait. C'est là où elle allait découvrir l'horreur. Elle était là, devant son mari gisant par terre sur une clairière,
humiliée. Plus d'habits. Elle n'avait reconnu que la chaussure façonnable qu'il avait portée ce jour-là. Même les habits qu'elle avait choisis pour lui n'étaient pas là en ce moment. Des pleurs, des douleurs, dans ce film d'horreur. 3 ans que ça dure, et les larmes ne sèchent pas, puisque le corps est toujours dans la morgue et que justice patine. Même s'il y a aujourd'hui plusieurs responsables en prison, on devrait toujours se poser une question. Qui donc était le commanditaire? Comment en est-on arrivé là? L'histoire ne bégaye pas. L'assassinat de Martinez Zogo ne commence pas le 17 janvier 2023. Il remonte plutôt au 17 janvier 2020. Et les dates tombent à pic. On vous explique. Martinez Zogo est arrêté, jeté au sel dans les cellules, et puis transféré à la prison principale de Kondengui, où se trouve actuellement le Zomlo. Il est présenté au procureur de la République le 17 janvier 2022. Sachez que c'est le 17 janvier 2023 que Martinez disparaît aussi, comme il avait disparu le 17 janvier 2020, où sa famille était en train de le rechercher, de le chercher. On l'avait enlevé à la radio. C'est le 22 janvier 2020 que Martinez est transféré à la prison principale de Kondengui, où il s'écrit « Je suis mort ». Retenez bien que c'est le 22 janvier 2020. Et c'est le 22 janvier 2022, exactement comme son épouse, sa famille pleurait déjà, le 22 janvier 2020, lorsqu'il était transféré à Kondengui, le 22 janvier 2023, c'est les mêmes pleurs. Entre le 22 janvier 2020 et le 22 janvier 2023, il y a eu 3 ans. Entre le 22 janvier 2023 et le 22 janvier 2026, il y a 3 ans.
Donc, on souvent dit, l'esprit de Martinez est fort. Et l'esprit de Martinez a démontré, dénoncé, déshabillé, présenté tous ceux qui étaient impliqués ou sont impliqués, même s'ils ne sont pas actuellement arrêtés. Mais l'esprit de Martinez les a démasqués. Première chose, il faut savoir que si Martinez a envoyé en prison le 22 janvier 2020, c'est là où commence sa mort. Et qui envoie Martinez en prison? C'est Mvondayolo et Amogo Belinga. En effet, Martinez se met à dénoncer certaines pratiques de l'épouse du directeur du cabinet civil, de son nom de jeune fille, Sylvie et son nom. Mvondayolo aurait pu, selon les règles de l'art, demander un droit de réponse. Au nom de sa femme, peut-être, puisqu'on n'en a même pas vu. Il n'est pas passé par là, parce qu'il est au-dessus de la loi. Et on porte plainte à Martinez Zogo, alors qu'il est déjà en prison. Son épouse ne s'était jamais présentée dans un commissariat, dans une gendarmerie. On a arrêté Martinez Zogo sans mandat ni rien. On est parti le chercher dans le studio. On est parti avec lui. Pas de plainte. Quand on prend Martinez, par rapport à ce qu'il dénonçait, et les trafics d'influence, et des sommes d'argent faramineuses qu'elle portait, et qu'elle a d'ailleurs été arrêtée ici à Paris, par des services de douane. On arrête donc, on veut l'entendre, ou au lac, là où Amogo Belinga finalement, lui-même est parti dormir. Exactement le nombre de jours que Martinez a passé là-bas, Amogo a multiplié ça par 3. Martinez n'avait aucun problème avec les hommes-là. À cet instant-là, bien au contraire, il le défendait. C'était son ami. Mais les hommes-là se lèvent avec toujours sa grande carrure du grand ministre justicier de la République parce qu'il gère Laurent Esso. C'est lui qui dit donc à Mvondayolo que je peux t'aider. Moi, je vais faire que on le jette en prison. Mvondayolo dit, ah bon? Donc même sans les éléments et tout, c'est comme ça que les hommes là courent voir Georges Maka, le procureur de la République, et lui dit, tu le prends, tu le jettes directement en prison. Et le motif, c'est flagrant délit.
C'est-à-dire, c'est comme si tu as surpris un bandit en train de voler quelque part. On jette Martinez Zogo en prison avec pour motif flagrant délit. C'est-à-dire, on est venu arrêter quelqu'un devant sa radio. L'émission qu'on est même en train de lui parler, c'était une émission qui datait de plus d'un mois. Mais on appelle ça, pour les hommes-là, un bondagolo. On a transformé ça en flagrant délit. Voilà comment Martinez se retrouve en prison. Quand Martinez sort de la prison, ce sont encore les amis des hommes-là, dont Georges Maka, le procureur, qui va lui dire, moi je ne voulais pas t'envoyer en prison. Mais c'est ton frère que tu défends qui m'a demandé de t'envoyer en prison. Et si moi je ne t'envoyais pas en prison, j'étais mort. On allait m'affecter même en brousse, puisque c'est lui qui nous commande. Martinez a donc une première information. Deuxième confirmation, c'est Soleil Nyassa, Nyassa Soleil, qui lui aussi a une radio, mais c'est un Congo Saman qui mange dans tous les râteliers et qui était l'homme du hommes-là. C'est lui qui sera auteur de la création de cette thèse que Martinez Zogo lui avait dit qu'il voulait s'enfuir, qu'il voulait fuir les hommes-là, qu'il voulait fuir la prison. Et c'est lui qui dit donc que Martinez n'est pas enlevé, mais a préféré s'échapper. Il a dit qu'il va d'abord se réfugier quelque part pour que les hommes-là ne l'arrêtent pas. C'est Nyassa Soleil qui donne cette information. Or, c'est le même Nyassa Soleil qui était venu voir Martinez Zogo pour lui dire que, voilà, c'est les hommes-là qui t'ont envoyé en prison. C'est donc à partir de cet instant que Martinez avait pris la décision de sortir les dossiers des hommes-là. Dans ces enquêtes, il va se retrouver avec des documents montrant effectivement la dilapidation et surtout des détournements sur 3 lignes. On ne connaissait que la ligne 94. Ah, il y avait aussi derrière la ligne 57 et la ligne 65. Martinez a adressé une lettre de dénonciation au président Biya qui avait dit qu'il veut les preuves. Quand j'étais au Cameroun, lorsque j'ai dénoncé, il disait qu'il veut des preuves. Je dis, mais c'est pas possible. Quelles preuves ce monsieur veut? Martinez avait un lot de documents que moi également j'avais. Mais lui encore beaucoup plus. Il a écrit au chef de l'État. Il a écrit à tous les organismes de lutte contre la corruption, à la Chambre des comptes, CONAC, tout ça. Personne n'a convoqué les hommes-là. Avec des documents à l'appui. Parce que dans tout crime, il y a un mobile. Il y a des gens qui viennent, qui nous disent que, oh non, il faut chercher à gauche et à droite et tout et tout. Mais il y a toujours un mobile. Sauf si quelqu'un est fou, il se lève comme ça et commence à dire, bon, ceci et cela. Voici la lettre de dénonciation qui a valu la mort à Zogo. J'ai dit, cette lettre a parachevé la mort plutôt. Parce que ça a commencé avec Mbondayolo. Si Mbondayolo ne le mettait pas en prison injustement,
il n'aurait pas déterré ces vieux dossiers. Et d'ailleurs, on peut bien dire, il ne fallait pas déterrer les dossiers. Moi, je les déterre. Je m'en fous de ce qui peut arriver. C'est mon métier. Et chaque métier a des risques. Que les gens ne se disent pas que, et c'est ce que le Zomlo et les autres voulaient faire, montrer aux autres journalistes que si on parle de nous, vous ne devez vous attendre qu'à une seule chose, ce qui est arrivé à Martinez-Zogo. C'était pour créer la peur, pour faire reculer tous ceux-là qui peuvent faire des recherches, les journalistes d'investigation, les hommes des sociétés civiles, les courageux et même ceux qui sont supposés nous protéger, dont la police, la gendarmerie et la justice. C'est pour cela que son corps a été exposé. Relisons ceci. Pour que chaque fois que quelqu'un viendra parler, qu'on va dire qu'on a été jaloux de tel, on a été jaloux d'un Ekambeti et tout. Martinez était quoi? C'est lui qui écrit ça. Note d'information. Détournement des deniers publics. Madame la présidente de la Cour d'appel du centre, sans pour autant oublier qu'il avait aussi saisi le TCS. J'ai l'honneur de porter à votre très haute attention les éléments d'information d'une extrême gravité concernant les largesses financières tirées des chapitres 65, 57 et 94 octroyés à M. Jean-Pierre Amogo-Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote au titre de livraison des biens et divers services de l'État. En effet, les investigations menées auprès des services compétents du ministère des Finances ainsi que des banques ont révélé que M. Jean-Pierre Amogo-Belinga a bénéficié à travers plusieurs sociétés écrans inconnues de l'administration fiscale, à savoir ETS, Établissement Africa Express, Trading Service, Tour d'Horizon, Établissement COUM, Établissement TLS, Établissement Le Crédit, EIS, Le Progrès, Établissement Rangers Security. Ah! Ils me disent souvent que j'ai inventé la société Rangers Security. Voilà ça ici. Établissement Rangers Security. D'importants paiements du trésor public évalués à 46 milliards de francs CFA sur la période de 2013 à 2021. Détail ci-joint. L'analyse des 10 paiements laisse apparaître qu'ils ont été engagés sur les chapitres budgétaires 65, 94 et 57 ainsi qu'il suit. Chapitre 65, 21 milliards. Chapitre 57, 17,3 milliards. Chapitre 94, 8,5 milliards. Ces paiements ont été effectués via le compte bancaire à la régionale d'épargne et de crédit et le compte appartenant à Vision Finance, inscrit dans les livres de la société Afriland First Bank, comme toujours, au profit des sociétés surnommées. Aussi, des recherches menées auprès de diverses cellules d'enregistrement des marchés de la Direction générale des impôts, il ressort qu'aucune copie des marchés en cause n'existe, tant pour ce qui concerne les lettres commandes que les bons de commande administratifs. D'où un manque à gagner en termes de droits d'enregistrement à 1,9 milliard. Ce qui laisse subodorer, par ailleurs, qu'il s'agirait pour la plupart de marchés fictifs. Bien plus, des informations recoupées auprès de la direction de la sécurité présidentielle, structure bénéficiaire des 10 marchés, il ressort que le responsable en charge de la dite structure ne les reconnaît pas et conviendrait d'ailleurs de vérifier auprès de la direction générale du budget l'existence des dossiers physiques des 10 marchés en vue de s'assurer de la régularité de la procédure de la dépense publique dans le cadre de l'attribution des 10 marchés. Il a également bénéficié à travers la société Agence forestière du Cameroun, AFC, du paiement d'un montant de 8 milliards de francs CFA au titre des frais de condamnation
de l'État du Cameroun dans le cadre d'un contentieux qu'il aurait opposé à la dite société. Or, les recherches menées auprès des juridictions n'ont pas permis d'établir l'existence d'un tel contentieux, encore moins d'une décision de justice y afférente. Le paiement de cette somme a également été effectué via le compte bancaire numéro tel appartenant à la société Vision Finance SARL, logé à Afriland First Bank, pour le compte de la société Agence forestière du Cameroun. Par ailleurs, des informations de l'administration fiscale, il ressort que cette transaction, globalement évaluée 46 milliards de francs CFA, et qui du reste représente une infime partie des sommes perçues du Trésor public par M. Jean-Pierre Amourou Belinga, à travers ces diverses sociétés, n'ont pas été déclarées au fisc, d'où les redressements fiscaux dont il a fait l'objet, malheureusement annulés par l'OMINFI. Au regard de la gravité des faits surrapportés et compte tenu des contraintes sécuritaires, sanitaires, sociales auxquelles l'État du Cameroun est confronté aujourd'hui, nécessitant une mobilisation de ressources accrues, et il y a lieu d'ouvrir une enquête afin d'établir les responsabilités des différents acteurs ayant participé à ces opérations de détournement massif des deniers publics. Madame la Présidente de la Cour d'appel du Centre, peuple camerounais reste à soif de cette justice. Document joint, liste des bons d'engagement de 2013 à 2021, copie des détails de virements bancaires. Voilà ce qui est écrit. Dans cette affaire donc, il y avait tous les documents. Comment vous voulez que, depuis cette dénonciation, même en parallèle de l'enquête de l'assassinat criminel et consort, que jusqu'à présent l'État du Cameroun n'ait jamais ouvert une enquête sur les détournements de cette ligne 94, 65 et 57. Comment est-ce possible? Bien plus. Et il y a quelque chose. Dans cette affaire, vous voyez qu'il n'y a pas seulement le Zomlo des Zomlo et Yambonda Yolo, que Paul Biya continue à garder comme directeur du cabinet civil et qui a le terrain de l'immeuble ECA. Ici, dans les dénonciations, on parle de Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. C'est lui qui a payé cet argent. Et c'est lui qui a annulé même seulement ce qu'il devait reverser au fisc. Il est dans le gouvernement de Biya. C'est le neveu de Biya. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui on vous annonce que le Cameroun est en train de chercher les emprunts à gauche et à droite et on envoie qui? Louis-Paul Motazé. Mais c'est le même Louis-Paul Motazé qui a fait sortir des sommes d'argent pour des marchés fictifs. Et il est toujours là. Et s'il était... Et comme il est si puissant, comme nous le disons, nous constatons également que si cette affaire n'a jamais connu une suite, si on n'a jamais voulu ouvrir une enquête, c'est encore à cause du même Paul Biya. Et on s'explique. Comment peut-on nous expliquer que face à un tel crime économique, je ne parle même pas seulement de l'assassinat, mais c'est un crime économique. Comment peut-on nous dire aujourd'hui que lorsqu'on essaye de regarder tous les personnages qui ont eu à intervenir, vous avez donc Laurent Esso, qui est ministre de la Justice. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que Laurent Esso,
Oh là là, veuillez nous excuser avec la musique, on ne veut pas écouter la musique tout de suite là. Cherche-nous, je voudrais que tu mettes l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc, comment vous voulez donc que notre pays puisse avancer dans de telles conditions? Puisque Laurent Esso n'a pas ouvert ce dossier, pourquoi a-t-il protégé les hommes-là des hommes-là? Et quand on dit que dans l'affaire, il y a eu ce qu'on a bien dit, allez finir le travail. Qui a dit cela? Eh bien, on sait déjà qui avait dit ça. Mais beaucoup plus encore, c'est une série. C'est une série qui n'en finit pas. Dans la mesure où on se retrouve que des gens qui ont assisté à ce crime, qui ont été des acteurs principaux, ils se retrouvent dehors comme les bidjans à gauche, bidjans à droite. Pourtant, l'un des témoins, donc voilà, il y a qu'on vient d'afficher là, voilà. C'est Ola Bébé. C'était un prêtre. Et il avait reçu les mêmes documents de Martinez. Il était l'ami de Martinez. Ce monsieur a été tué quelque temps après avoir eu rendez-vous avec les gens de Vision 4. Dans les mêmes conditions, on a retrouvé son cadavre et on n'a fait aucune enquête. Aucune enquête n'a été ouverte. Comment est-ce que vous voulez donc que nous puissions voir notre pays si ce n'est que c'est une association de malfaiteurs? Ok, voilà ce qui se passe. Il se trouve que, d'abord, il faut savoir que j'ai été le collègue de Martinez Hugo. On a travaillé à la même radio, enfin là où il était là, moi j'ai travaillé aussi avec lui par le passé, en 2010. Bon, par la suite, je suis même parti de là, mais Martinez Hugo a voulu qu'on travaille dans son émission à un moment donné. Mais sauf que les gens de la radio, les patrons de la radio, il y a le patron d'habitude de RFM, c'est M. Noubissi. Il s'appelle M. Noubissi. Il avait, d'après ce que lui-même avait dit, parce qu'il m'avait contacté, le patron son patron avait refusé, d'après ce qu'il m'avait dit après. Bon, c'était pas pour moi, parce que moi j'étais aussi même ailleurs. Donc pour dire que Martinez était quelqu'un avec qui j'ai fonctionné. Lui et moi, on a eu d'autres dossiers par rapport à Camden Jeune d'Or. Bon, bref, on gérait ça ensemble. C'est un peu comme ça. Mais après, bon, on sait vraiment, chacun était dans son couloir. Et puis, bon, quand on pouvait se voir, on pouvait se dire bonjour en passant. Donc voilà, pour dire que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai connu et tout. Maintenant, déjà, il faut savoir également que lorsque Martinez disparaît, je suis le premier, le tout premier à annoncer, à faire la lettre à Facebook pour dire que Martinez est porté disparu. Je suis le tout premier, pourquoi? Je suis dans des groupes avec les journalistes. Alors, il y a un mercredi, vers les 11h, 12h, quelqu'un publie dans un groupe de journalistes que Martinez n'est pas rentré hier soir, sa femme est venue le chercher en voiture à la radio, il n'est pas là. Les gens de la radio eux-mêmes ne savent pas là où il est. Donc Martinez est introuvable depuis hier soir, donc hier mardi. Alors quand je vois cette publication-là à WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp, tout de suite, mon esprit, j'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi? Parce que le lundi, là nous sommes mercredi, le lundi, qui est 2 jours, peut-être le mercredi là, Martinez, je tombe sur son émission où il fustigeait vraiment Amko Belinga, bref, tout ce contre le monde, voilà. Je tombe donc sur son émission. Or, je ne l'écoutais même pas depuis. Comme j'étais malade avec mon opération, bon, j'étais couché là, je zappais, je suis tombé sur ça, tellement c'était violent que moi, j'étais privé que le type, est-ce qu'il va finir et sortir de son studio là où il est là, tel qu'il est tellement violent là. Du coup, bon, ça c'est lundi quand j'écoute. Donc, ce qui fait que quand mercredi, quelqu'un publie que Martinez est introuvable, tout de suite, j'ai fait le pressentiment et j'ai fait le lien avec son émission de lundi.
Voilà comment je pars rapidement à Facebook. Parce que moi, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà comment je suis dans le premier, exactement à 12h21. C'est sur ma page Facebook. Je publie l'alerte, tout le monde peut lire. Martinez pour disparu. J'ai multiplié les interpellations, j'ai interpellé, tout est là-bas. Les Valseros, tout le monde. Attention, je suis venu dans les groupes WhatsApp pour dire aux gars, mais vous êtes là, vous dormez, voici la lettre, allez-y, Martinez est introuvable, il faut qu'on le fouille. D'autres sont banalisés, d'autres. C'est quand ce jour-là passe. Le jour qui suit, ça commence donc à prendre de l'ampleur. Bref, pour te dire, je suis le premier à avoir publié que Martinez est disparu pour les raisons que je t'ai expliquées là. C'est-à-dire qu'il a fait une émission que moi j'ai écoutée, j'ai senti que c'était trop violent. J'ai eu peur pour lui. Et puis 2 jours après, quelqu'un vient dire qu'il est disparu. Tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi que je publie donc à Facebook. Maintenant, on mène les enquêtes comme on pouvait, comme on faisait là et tout. Et bon, je suis également, là je suis pas le premier, mais il y a un autre, un gars là, Facebook, Zui Manto, un activiste là, c'est lui qui publie, qui confirme que Martinez est mort. Si nous sommes samedi. Et là, moi j'avais des indices parce que je me suis rapproché de plusieurs personnes vraiment introduites qui m'ont donné des réponses et j'ai compris, sans l'affirmer, elles m'ont dit de manière voilée que c'est fini. Voilà comment je fais la synthèse de tout cela et je comprends que le gars, on l'a tué. Voilà comment je publie également et j'affirme samedi, on n'a même pas encore trouvé son corps, que Martinez a décédé, vraiment, paix à son âme. La voiture qui était entre la voiture de Zogo et la voiture qui l'a enlevé, c'est la voiture du monsieur qui est venu rencontrer Zogo pendant son émission. Donc, Zogo voyant la voiture là derrière, il pouvait se douter derrière. Or que c'était les mêmes gens. Tu vois un peu. Bon, quand les gens interprètent ça, vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de toutes les façons, moi je suis sur une logique. La logique, c'est que je ne peux pas rester carré sur une seule position, parce qu'en ce moment-ci, il y a toutes les hypothèses sont valables. C'est-à-dire qu'on n'exclut vraiment rien. Mais dans tous les cas, tous savent qui a posé l'acte. Que ce soit du camp de Martinez Zogo, qu'il servait ouvertement, que ce soit l'autre camp. Tout le monde, tous les deux camps, chacun sait qui a fait quoi. De toutes les façons, nous sommes sur ça. Vraiment, c'est tellement mal. C'est-à-dire que même pour la nature, pour le karma, c'est pour ça que même pour ça, le problème n'est pas que Martinez soit mort. Il peut mourir d'accident, de maladie. Vraiment, on va tous mourir. Mais je dis c'est la manière, c'est la façon. Et c'est ça qui est choquant. Donc, quel que soit, on va essayer de le faire, mais nous restons sur l'objectif. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Le travail a été fait par un service spécial, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bandits du quartier. Donc, ce qui fait que, automatiquement, on ne peut pas me dire que les autorités ignorent quel service a posé l'acte. Et quand on sait quel service a posé l'acte, on sait qu'il a envoyé. C'est tout. On n'a pas besoin de réfléchir. Vraiment. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous sommes là. Nous tous sommes dans les mêmes groupes de WhatsApp avec les journalistes et consorts. Alors, on commence. Moi, dans ma tête, tel que Martinez parlait, il était, c'est-à-dire que. Mesdames et messieurs, c'est un dernier testament de quelqu'un qu'on appelait Ella Bébé. J'insiste toujours avec ce testament, ce témoignage qui a été publié post-mortem. La question qui devrait se poser, justement, c'est que qui aussi a tué Ola Bébé et pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu faire des enquêtes dessus? Qui était le dernier à rencontrer Ola Bébé? Et c'est là où je dis, on ne peut pas continuer à nous prendre
comme des cons. On ne peut pas continuer à nous jouer puisqu'on sait très bien que le dernier à rencontrer Ola Bébé, c'était dans les témoignages, dans ses propres témoignages, c'était Nathan Amougou. Voilà, je reviens m'asseoir. Nathan Amougou est celui qui a invité Ola Bébé pour qu'ils travaillent ensemble. Et il devait avoir un rendez-vous avec Bidjama gauche, Bidjama droite, parce qu'il lui a dit, je vais te présenter le boss pour que tu travailles pour nous. Or, Ola Bébé était en conflit avec les hommes des hommes à travers Serge Mbarga, qui avait une église, qui a arraché l'église d'Ola Bébé. Serge Mbarga est le prêtre que vous avez vu dans le mariage du Somme-là. Comme on disait que c'est un archevêque de l'église catholique romaine, c'était une fausse église. Donc, Amougou le finançait et il était l'ennemi aussi d'Ola Bébé. Ils étaient d'ailleurs allés en justice. Comment se peut-il donc que Ola Bébé a rencontré Nathan Amougou qui présente l'émission ou quoi, les portes du mystère, quelque chose comme ça, à Vision 4. Et qui, dans l'audio, devrait rencontrer Bidjama gauche, Bidjama droite. Après cette rencontre, on ne sait pas ce qui s'était passé. Ola Bébé, qui disait qu'il était suivi par des individus, a été retrouvé mort, assassiné dans les mêmes conditions. Pas d'autopsie, pas de lien, rien. Comment jusqu'à présent on n'a pas entendu Moutazé, ne serait-ce que lui, puisque dans ces détournements-là, quand on dit qu'on veut chercher d'où, qui est le commanditaire, à qui ça bénéficiait. Donc voilà le Zomlo qui est avec ses amis. Zomlo dans son gang, et il y a Moutazé, et il y a Mbondayolo, et il y a Laurent Esso. Et c'est lui qui était donc le Zomlo des Zomlo, pour les intérêts de ses amis. Mais cependant, toujours il y a des petits détails qui arrivent parfois et qui nous permettent de nous interroger. Chaque fois qu'il est en prison, il menace et on cherche à le faire sortir. Qui veut qu'il sorte? C'est là où il faut se poser des questions. Qui veut bâcler le procès? Qui ne veut pas que ça aille jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on demande les libertés provisoires, les ceci et cela? Qui? Qui est derrière? Que chaque jour vous entendez que quelqu'un est impliqué. Et hop, la personne se retrouve là. Et cependant, qui a laissé Bidjan à gauche, Bidjan à droite, alors que c'est bel et bien prouvé? Vous vous rendez compte? Affaire Brian Fombor, Bidjan à gauche, Bidjan à droite est là. Martinez Zoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite est là. Ola Bébé, Bidjan à gauche, Bidjan à droite est là. Mais curieusement, pour toutes les trois affaires, le gars est calmement dehors. Qui fait cela? Qui peut être dehors au Cameroun alors que le juge d'instruction t'a inculpé pour complicité d'enlèvement, complicité de torture, complicité de ceci et cela? Mais toi, tu es dehors.
Martinez Zogo, nous ne l'oublierons jamais. Et ce procès, vous n'allez jamais croire que les Camerounais, comme vous dites souvent qu'avec le temps, le pourrissement, ils vont lâcher et ils vont vous laisser faire ce que vous voulez. On ira balle au pied. Si vous voulez être libéré, allez récupérer le corps à la morgue et vous dormez avec ça sur vos lits. Ou bien vous servez ça directement dans vos plats. Comme ça, votre vie sera encore beaucoup plus agréable. Bande de vampires. Même Martinez va courir dans votre cerveau. Il va courir dans vos têtes. Il va vous traumatiser toute une vie. Vous voilà qui ne dormez plus. Vous voilà qui êtes déjà là comme avec des masques sur le visage. Regardez comment vous êtes devenus. Oui, Martinez Zogo vit en vous. Son sang est en train de gicler dans vos nerfs. Oui, vous allez mourir de soucis malgré tous les milliards que vous avez volés, malgré tout ce que vous avez pillé, autant de tortures que vous avez infligées à ce garçon. Vous allez avoir cette douleur intérieure. Ce sera comme du feu qui montera en vous. Oui, prenez tous les marabouts. Mais l'esprit de Martinez sera en vous, va vous hanter toute une vie. Allez vous réfugier partout où vous voulez. Mais vous comprendrez qu'il y a des sangs auxquels on ne touche pas. Et comme vous ne comprenez pas, vous continuez toujours à persécuter les journalistes. De la même façon qu'on avait pris Martinez pour aller le jeter en prison. Pour rien, pour des choses qu'on appelle aux libertés de la presse et tout et tout. Mais attendez. Vous dites que Paul Biya a apporté la démocratie. Mais regardez un autre. Brandt Kamga, qui était un Nadia TV, cette chaîne que je viens de mettre là. Rédacteur en chef, qu'est-ce que lui vous a fait? Voilà quelqu'un qui était très doux, très respectueux, qui vous a offert les plateaux. Mais regardez un rédacteur en chef d'une chaîne comme ça. On l'attrape, on part avec lui, on le jette à Kondengui. Pour quelle histoire? On dit qu'il y a une femme qui est venue, Annette Wanji, elle est venue dire que tentative d'enlèvement d'enfants, exactement comme Gondayo l'avait fait. C'est-à-dire qu'au Cameroun, dès que vous avez un petit pouvoir, dès qu'une femme se lève, elle va soulever ses cuisses, brandir, machin et tout, chez quelqu'un, on vous anéantit. Ce garçon est à Kondengui. Là, il peut mourir. Et dans tout ça, on l'a appelé comme ça, par téléphone. Que venait ici ou en Kolmason. C'est un officier qui l'appelle. Hein? Il arrive tout bonnement. Vous avez toujours vu comment ce garçon agit. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le gars lui dit, bon, voilà, je vais t'envoyer devant le procureur de la République. Comme on avait fait à Martinez Zogo. Il arrive devant le procureur de la République, aux tentatives d'enlèvement a fait ceci, ou machin, ou tout ça. Un journaliste, on a vu des journalistes français qui sont arrivés au Tchad. Là, on les a surpris, c'est-à-dire qu'ils étaient en immersion. Ils étaient avec des gens même qui ont trafiqué, qui prenaient des enfants d'autrui. Mais Sarkozy, qui était président, est venu voir directement Déby. Elle a dit, allez, vous les sortez. Mais celui-ci, il n'a volé aucun enfant. Il n'a enlevé personne. Cette femme est une bandite qui actuellement est au Nigeria, qui vivait avec un gendarme ou bien un officier qu'elle a escroqué. Brandt Kanga devait juste faire un reportage par rapport à la situation des problèmes familiaux et tout et tout. Mais il n'a pas eu des éléments. Il n'a même pas réalisé ce reportage-là. Il ne connaît même pas l'enfant. La gendarmerie elle-même n'a pas les traces d'enfants. Donc, au Cameroun, quelqu'un peut se lever comme ça. Il va vous dire, dès qu'il se présente devant le commissariat ou la gendarmerie, encore que c'est la gendarmerie qui est devenue spécialiste pour les injustices, pour tirer sur des manifestants. Mais c'est hallucinant.
arrive, il peut vous dire que bon, vous êtes trafiquant d'ossements. L'autre, il a bu du sang. L'autre a fait ceci et cela. Allez, la gendarmerie au Cameroun, sans éléments, vous transfère chez le procureur. Le procureur, sans éléments, vous envoie à Kondengui. Et le pire, c'est que on revient avec lui pour être jugé. La juge lui pose la question. Est-ce que tu veux être jugé? Immédiatement, il dit oui. Où est la plaignante? Elle n'est pas là. Et une nanga, une waka, on ne sait même pas d'où elle sort. Elle se lève, elle dit que je suis la tante, je suis la tante. Elle n'a ni pièce d'identité, ni rien, rien. Elle dit que je vais représenter la plaignante qui subitement a fui parce qu'elle était menacée de mort. Mais elle fut qu'elle est menacée de mort pendant que vous avez déjà arrêté donc le journaliste qui n'a jamais eu une arme à feu, qui n'a jamais tué personne. Mais vous prenez un garçon comme ça, vous détruisez sa carrière, vous l'envoyez à Kondengui. Qu'a-t-il fait? Momo, te voilà, tu es là, ministre de la Justice. Il t'interviewait, il te déroulait le tapis. Et tu prétends être ministre de la Justice. Et tu vois des injustices comme ça. Qu'est-ce que Brian Kamga a fait? Qu'est-ce que ce garçon vous a fait pour détruire sa vie ainsi? Comme vous avez détruit celle de Martinez Zogo. Une plaignante qui fuit. Et puis une autre qui se découvre être sa représentante, qui n'a même pas de procuration. Et le procureur et la juge disent que, madame, repartez d'abord chercher les procurations, hein, et comme ça vous allez revenir, hein, pour l'instant, lui va d'abord dormir en prison. J'ai dit, un jour, c'est vous qui irez dormir dans ces prisons-là. Demandez aux ministres qui sont là-bas. Demandez à Zonglo. Zonglo a envoyé tout le monde en prison. Aujourd'hui, il est en train de pleurer en prison. Des ministres puissants comme vous, ils étaient là en liberté. Ils étaient contents de nous envoyer en prison. J'ai toujours évoqué souvent le cas de Atang Mbara, qui riait quand je lui disais, tu peux aller me remplacer en prison un beau jour. Il rigolait. Aujourd'hui, il est en prison. Vous finirez en prison. Parce que lui n'a personne. Il a juste son talent. Il n'est pas dans vos choses-là. Vous voulez lui imposer ça. Et malgré tout, il n'est jamais venu crier sur tous les toits. Mais nous savons la pression que vous avez mise sur lui. Brian Kamga, vous l'envoyez en prison. Et vous dites que c'est quand l'autre qui est en train de s'amuser au Nigeria, avec les Amazoniens. C'est elle que vous considérez. Mais un journaliste, il n'a tué personne. Vous connaissez sa maison, vous connaissez son lieu de service. Et la plaignante, vous ne la connaissez même pas. Elle n'est même pas au Cameroun. Mais vous gardez quand même quelqu'un en prison. Et vous allez nous dire de rentrer là-bas. Les gens qui nous disent que venez faire ça ici. Vous ne voyez pas? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que tout le monde fuit votre pays? Même Chantal a fui votre pays. Brenda a fui votre pays. Frambia a fui votre pays. Tous les journalistes, regardez Equinox. Equinox, tous les journalistes sont actuellement soit en Allemagne, soit au Canada, soit en Belgique, d'autres même en France. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Aman Mana était là-bas. Il est maintenant ici, aux États-Unis. Tous les autres, aujourd'hui, peut-être même prochainement, même Kalix Veyala qui est écrivaine. Maintenant, c'est des cancres qui sont en train de nous menacer en lui promettant la mort. Mais dès qu'elle va se plaindre, là, l'enquête n'avance pas. Mais dès que une bandite va se présenter comme ça, que oui, Kalix Veyala voulait faire ceci, vraiment, voulait m'attraper, elle est dans le champ, vous irez l'arrêter. C'est comme ça que vous faites. Voilà notre justice. Voilà notre pays. Et vous courez à gauche et à droite
Vous dites maintenant que les Occidentaux veulent nous tuer, les Occidentaux ne nous aident pas. Ce sont les Occidentaux qui ont tué Martinez. Ce sont les Occidentaux qui ont mis Martinez en prison. Ce sont les accords coloniaux qui viennent de mettre Kanga en prison à Kondengui. C'est les accords coloniaux qui ont ouvert la ligne 94, la ligne 65 et la ligne 57, là où vous volez de l'argent. C'est les accords coloniaux qui ont fait de telle sorte qu'aujourd'hui, Glencore et tout ça, le stade Paul Biya, c'est les accords coloniaux qui ont fait que vous ne finissiez pas le stade Paul Biya. C'est les accords coloniaux qui ont fait que une seule autoroute, vous ne parvenez pas à finir. C'est votre méchanceté, votre cruauté. Regardez le nombre de femmes qui sont assassinées dans votre pays. Les féminicides. Il n'y a aucun pays comme ça. Le Cameroun est le seul pays au monde où il y a le nombre de religieux très élevés qui ont été assassinés. Et ce, depuis 1994. Avec Monseigneur Plumet. Monseigneur Kounou. Monseigneur par là. C'est-à-dire, Monseigneur, hein, vous entendez les gens que... Vous allez dire qu'ils étaient aussi quoi? Ils étaient aussi des terroristes comme nous. Ils étaient Martinez Zogo. Les sœurs religieuses et tout et tout. Dès que vous finissez d'assassiner, allez hop, vous cherchez à trouver un prétexte pour dire que oh, c'est tel un petit bandit, ou bien vous dites que c'est peut-être un bami ou quelqu'un, ou les halogènes qui sont venus dans votre beau pays, dans vos belles terres qui ici étaient si fleuries comme le paradis pour venir arracher ça. Alors que vous êtes une association de malfaiteurs. Martinez va vous corriger. Son sang sera amer. Il va vous persécuter. Oui, comme vous ne comprenez pas. Voilà Bran Kamga. Que quelque chose lui arrive, comme Bibi Ngota. Comme vous avez fini avec lui, finissez avec lui. Et vous allez voir ce que Martinez lui-même disait. Vous allez voir qui a enceinté le papayer.